qu'elle déclarait à la juge, aux assesseurs et à toute l'assistance que je n'étais qu'un opportuniste vénal, un homme qui ne l'avait épousée que pour son héritage et sa fortune. Son avocat, maître Bertrand Morel, l'homme avec qui elle couchait secrètement depuis 8 mois, hochait la tête avec un enthousiasme fin, marquant son accord. Son sourire narquois laissait deviner qu'il pensait l'affaire déjà pliée en leur faveur. C'est alors que la juge, Madame Patricia André, a baissé les yeux depuis son pupitre, a ajusté ses lunettes de lecture et a prononcé une phrase qui a plongé toute la salle dans un silence de mort. Ainsi, Madame de la Tour, vous affirmez devant cette cour qu'un revenu annuel de 500 000 € est toujours considéré comme le profil d'un coureur de dot? Est-ce bien là votre témoignage? Le visage de Clémence est passé de l'assurance totale à une confusion absolue en une fraction de seconde. Quoi? Combien? A-t-elle balbutié, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson agonisant hors de l'eau. L'expression arrogante de Bertrand s'est muée en un choc visible, tandis que je restais assis à la table de la défense, observant celle qui était ma femme depuis 12 ans réaliser qu'elle n'avait jamais réellement su qui j'étais. Je m'appelle Mathieu Perrin. J'ai 42 ans et, jusqu'à il y a 6 mois, je pensais mener une vie de couple plutôt réussie. Pas parfaite, mais solide. Le genre de mariage où l'on finit les phrases de l'autre et où l'on sait exactement comment l'autre aime son café le matin. Clémence de la Tour et moi nous étions rencontrés lors d'une soirée de bienfaisance à l'Opéra Garnier il y a 13 ans. Elle était une cadre montante au sein du groupe La Tour, le géant du conseil technologique que son père avait bâti à la force du poignet. Je travaillais alors comme analyste financier dans une banque d'affaires de second rang, gagnant confortablement ma vie, mais sans rien de spectaculaire. Clémence était magnétique dès le premier instant. Elle possédait une énergie qui irradiait dans chaque pièce où elle entrait. Ses cheveux sombres étaient toujours parfaitement coiffés, elle portait des tailleurs de créateurs qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel, et ses yeux pouvaient analyser un compte de résultats plus vite que la plupart des gens ne lisent une carte de restaurant. Elle était brillante, ambitieuse, et quand elle vous accordait toute son attention, on avait l'impression d'être baigné par la lumière du soleil. Notre mariage avait même fait l'objet d'un entrefilet dans la section économique du Figaro, Clémence de la Tour, fraîchement nommée directrice des opérations, épousant Mathieu Perrin, analyste financier senior. Son père, Gérard de la Tour, avait porté un toast mémorable, se disant ravi que sa fille ait trouvé quelqu'un de terre à accent grave-terre et de pragmatique, un homme qui ne serait pas intimidé par sa réussite. Les premières années, tout allait bien. C'était même merveilleux. Nous avions acheté une maison à Neuilly-sur-Seine, un de ces anciens hôtels particuliers restaurés avec des parquets d'origine et une vue imprenable sur les jardins. Clémence organisait des dîners mondains pour ses associés. Je gérais nos investissements et veillais à ce que nos finances soient en ordre. Nous parlions d'avoir des enfants un jour, peut-être après que Clémence soit devenue associée, peut-être après que je sois passé directeur de gestion. Mais aux alentours de la 7e année, l'équilibre a commencé à basculer. Clémence a été promue directrice générale déléguée, puis vice-présidente exécutive. Ses horaires se sont allongés, ses voyages d'affaires à l'étranger sont devenus plus fréquents et nos conversations plus brèves. Elle a commencé à poser sur moi un regard différent, comme si je faisais partie des meubles qu'on finit par ne plus remarquer. J'ai tenté de lui en parler, j'ai suggéré une thérapie de couple, des week-ends en amoureux, n'importe quoi pour recréer un lien. Mais Clémence était toujours trop occupée par les rapports trimestriels, les conseils d'administration ou les fusions-acquisitions. Et j'ai commencé à noter d'autres détails, un nouveau parfum qu'elle ne portait que les jours de déplacement, son téléphone constamment posé face contre table, et ces messages mystérieux qui faisaient naître sur ses lèvres un sourire que je n'avais plus vu depuis des mois. Puis vint le gala de charité d'octobre dernier. Le groupe La Tour parrainait une vente aux enchères annuelles pour l'alphabétisation. Clémence avait insisté pour que je l'accompagne, alors qu'elle préférait d'habitude que je reste en retrait de ces événements professionnels. Elle disait que l'image du couple était importante pour les relations publiques. J'aurais dû comprendre à ce moment-là que quelque chose clochait. J'ai mis le costume sur mesure qu'elle m'avait offert pour nos 10 ans et nous nous sommes rendus au salon du Ritz, où le gratin parisien sirotait un champagne dont la bouteille coûtait plus cher que le crédit d'une voiture citadine. Clémence tenait salon près des tables de vente, riant aux éclats de ce que lui racontait son nouvel avocat d'affaires, maître Bertrand Morel. Grand, les tempes grisonnantes, Bertrand dégageait ce charme policé typique des hommes habitués aux honoraires exorbitants et à une éthique à géométrie variable. Je les ai observés pendant une vingtaine de minutes avant de comprendre. La façon dont il lui touchait le coude pour souligner un point, la manière dont elle se penchait vers lui lorsqu'il lui murmurait quelque chose à l'oreille,
leurs plaisanteries privées qui les faisaient rire comme des adolescents. Ma femme entretenait une liaison avec son avocat, et aucun des deux ne prenait plus la peine de se cacher vraiment. Je ne les ai pas affrontés ce soir-là. À quoi bon? Si quelqu'un veut trahir, il le fera quoi qu'on dise. Au lieu de cela, je suis rentré, je me suis servi un grand verre de cognac et j'ai commencé à réfléchir à la suite. La demande de divorce est arrivée 2 semaines plus tard. Je travaillais à domicile sur la restructuration du portefeuille d'un client quand un huissier de justice a frappé à la porte. Clémence me les avait fait signifier à la maison comme s'il s'agissait d'une expulsion de locataire indélicat. Pas de discussion, pas d'explication, juste une pile de documents juridiques avec de petits onglets jaunes marquant l'endroit où je devais signer. Je les ai lus attentivement. C'est ce qu'on fait quand on passe 15 ans à analyser des documents financiers, on lit les petites lignes. Et les petites lignes de la demande de divorce de Clémence étaient d'une brutalité inouïe. Elle affirmait que je n'avais rien apporté au mariage, que j'avais vécu à ses crochets pendant 12 ans. Selon les mots soigneusement pesés de son avocat, j'étais un « conjoint parasite » qui s'était marié au-dessus de sa condition et qui espérait maintenant être indemnisé pour son oisiveté. Elle exigeait de garder la maison, les comptes d'investissement et même la voiture que j'avais achetée avec mes propres deniers 3 ans auparavant. Elle m'offrait exactement 50 000 € de compensation pour que je disparaisse sans faire de vagues. Assis dans notre cuisine, celle-là même où nous prenions notre petit déjeuner chaque dimanche depuis 12 ans, j'ai réalisé que Clémence n'avait absolument aucune idée de ce que je faisais réellement pour gagner ma vie. Elle pensait que j'étais toujours un simple analyste, gagnant péniblement 80 000 € par an dans un cabinet médiocre, resté le même homme qu'elle avait épousé 13 ans plus tôt, celui qui était censé être reconnaissant qu'une femme comme elle ait daigné le regarder 2 fois. Mais je n'étais plus cet homme-là. Loin de là. Il y a 8 ans, j'avais quitté la banque d'affaires pour fonder ma propre société de gestion de patrimoine, Perrin Conseil et Patrimoine. J'avais commencé modestement, seul dans un petit bureau partagé, gérant les avoirs de petits entrepreneurs et de cadres moyens, des gens qui avaient bâti quelque chose de réel et qui avaient besoin d'une personne de confiance pour faire fructifier leurs économies. J'ai travaillé 18 heures par jour pendant les 3 premières années pour construire des relations, prouver ma valeur et montrer à mes clients que je pouvais obtenir des rendements solides sans prendre de risques inconsidérés. L'entreprise a grandi. J'ai embauché 2 conseillers juniors, puis 5, puis 12. Nous avons déménagé dans des bureaux de prestige dans le 8e arrondissement, avec des parois de verre, du mobilier ergonomique et une machine à café qui coûtait plus cher que ma première voiture. Ma base de clients s'est élargie aux médecins, aux avocats et aux entrepreneurs à succès, des gens dotés d'une fortune sérieuse nécessitant une expertise pointue. À la 5e année, mon cabinet gérait plus de 400 millions d'euros d'actifs. L'année dernière, nous avons franchi la barre des 800 millions. Mon revenu personnel, entre les frais de gestion, les commissions de performance et les dividendes, a atteint 550 000 €. J'étais en passe de dépasser les 600 000 cette année. Et Clémence n'en savait rien. Rien du tout. Parce que je n'avais jamais pris la peine de corriger son idée préconçue selon laquelle j'étais resté, Mathieu l'analyste. Je travaillais souvent à la maison, je gardais mes affaires professionnelles bien séparées de notre vie commune et je n'avais jamais ressenti le besoin de rivaliser avec son succès. Elle bâtissait l'empire de son père, je bâtissais le mien. Je pensais que nous étions des partenaires progressant en parallèle. Je me trompais. Le propre d'un analyste financier est d'apprendre à prévoir les imprévus. On apprend que les gens mentent, que les marchés s'effondrent et que la seule personne en qui on peut vraiment avoir confiance, c'est soi-même. Ainsi, 6 mois avant que Clémence ne demande le divorce, au moment même où j'ai remarqué le début de sa liaison, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas particulièrement fier, mais que je ne regrette absolument pas. J'ai engagé un détective privé, Raymond Collin, un ancien de la PJ devenu un expert en recherche de vérité. Je lui ai donné 3 mois et une avance de 15 000 € pour documenter chaque aspect de la relation entre Clémence et Bertrand Morel. Chaque rendez-vous à l'hôtel, chaque voyage d'affaires qui n'avait de professionnel que le nom, chaque mensonge qu'elle me servait sur ses dossiers en retard. Collin m'a remis un dossier épais de 10 cm. Des photos de Clémence et Bertrand entrant dans un hôtel de charme chaque mardi et jeudi après-midi. Des relevés de cartes bancaires montrant que Bertrand payait les bijoux de Clémence, ses sacs à main de luxe et des week-ends dans le Bordelais, ainsi que des messages entre eux discutant de leur futur, de la manière dont ils géreraient le divorce et de la somme qu'ils espéraient me soutirer lors du partage. La pièce la plus accablante était un enregistrement d'une conversation téléphonique où Clémence et Bertrand discutaient de leur stratégie de défense.
Ils avaient délibérément sous-évalué ma carrière pour faire croire que j'avais vécu aux dépens de Clémence. Ils comptaient me dépeindre comme un homme entretenu qui n'avait rien apporté alors qu'elle construisait son empire. Bertrand avait même briefé Clémence sur ce qu'elle devait dire au tribunal, sur la façon de se présenter en victime d'un mari mercenaire. Il pensait que j'étais une proie facile. Il ne se doutait pas que j'avais 3 coups d'avance depuis des mois. Quand le jour de l'audience est arrivé, je me suis présenté dans un costume qui coûtait bien moins cher que ce que Clémence imaginait probablement. Mon avocate, maître Sandrine Morin, était une amie d'école de commerce, brillante, méthodique et absolument impitoyable quand il le fallait. Elle avait passé en revue les preuves de Colin et m'avait adressé un sourire qui me fit remercier le ciel de l'avoir à mes côtés. La salle était pleine. Clémence s'en était assurée. Toute son équipe de direction était présente pour soutenir leur PDG en difficulté. La presse économique avait eu vent de l'affaire, sans doute via le service de communication de Clémence. Ils s'attendaient à l'histoire d'une femme de pouvoir tenant tête à un mari profiteur. Ils allaient avoir droit à un tout autre scénario. Maître Bertrand Morel s'est levé le premier, ses cheveux argentés impeccables, son costume à 3 000 € parfaitement ajusté. Et a entamé sa déclaration liminaire avec l'assurance d'un homme qui n'a jamais perdu un procès qu'il ne méritait pas de perdre. « Madame la juge, cette affaire est limpide. Madame Clémence de Latour, PDG du groupe Latour, a épousé Monsieur Mathieu Perrin alors qu'il n'était qu'un analyste financier débutant gagnant environ 80 000 € par an. Tout au long de leurs 12 années de mariage, Madame de Latour a soutenu Monsieur Perrin financièrement, émotionnellement et professionnellement. Elle lui a offert un train de vie qu'il n'aurait jamais pu atteindre seul, un hôtel particulier à Neuilly, des voitures de luxe, l'accès à des cercles sociaux bien au-dessus de sa condition. Il marqua une pause pour les faits, regardant la juge, puis moi. Et maintenant, face à la dissolution de ce mariage, Monsieur Perrin espère être indemnisé. Pourquoi? Pour avoir vécu sur le succès de sa femme. Pour n'avoir rien apporté pendant qu'elle bâtissait un empire de plusieurs milliards d'euros? Ce tribunal doit reconnaître Monsieur Perrin pour ce qu'il est réellement, un chasseur de dot qui a épousé une fortune et qui attend aujourd'hui un chèque pour prix de son parasitisme. Bertrand se rassit, l'air satisfait. Clémence se pencha et lui serra la main sous la table. Le geste n'échappa à personne, pas même à la juge André, dont l'expression suggérait qu'elle s'était déjà forgé une opinion sur l'affaire. Sandrine se leva lentement, ajustant ses lunettes. Elle ne se précipita pas, ne fit pas d'esclandre, elle se contenta de marcher calmement vers le centre de la salle et s'adressa directement à la juge. « Madame la juge, mon client, Monsieur Mathieu Perrin, aimerait clarifier certains malentendus concernant sa carrière et ses contributions financières à ce mariage. Avec la permission du tribunal, j'aimerais verser au dossier les avis d'imposition de Monsieur Perrin pour les 8 dernières années. » Bertrand se leva immédiatement. « Objection, Madame la juge. C'est une tentative flagrante de. » Rejeté, coupa net la juge André. Je suis très curieuse de voir ces avis d'imposition, Maître Morel. Veuillez poursuivre, Maître Morin. Sandrine s'approcha du pupitre avec un dossier contenant 8 années d'historique financier, mes déclarations d'impôts, mes documents de création d'entreprise, mes contrats de clientèle, tout ce qui prouvait que, Perrin Conseil et Patrimoine, était une réalité florissante. Elle en remit des copies à la juge, à Bertrand et à Clémence. J'ai observé le visage de Clémence lorsqu'elle a ouvert le dossier, j'ai vu ses yeux parcourir la première page et j'ai vu l'instant précis où elle a découvert mes revenus de l'année précédente, 547 892 €. Son visage est devenu livide. Bertrand consultait sa propre copie, son assurance s'effondrant comme un château de cartes sous la pluie. Madame la juge, continua Sandrine, Monsieur Perrin est le fondateur et le PDG de Perrin Conseil et Patrimoine, une société de gestion qui gère actuellement plus de 800 millions d'euros d'actifs. Son entreprise emploie 15 personnes et est bénéficiaire depuis 6 années consécutives. Loin d'être un mari parasite vivant du succès de son épouse, Monsieur Perrin a discrètement bâti son propre empire, tandis que Madame de Latour était apparemment trop occupée par sa carrière et sa liaison extra-conjugale pour s'en apercevoir. La salle d'audience explosa. Les murmures se propagèrent comme une traînée de poudre. Les journalistes économiques tapaient frénétiquement sur leur téléphone. L'équipe de direction de Clémence semblait pétrifiée. De plus, ajouta Sandrine, élevant la voix pour couvrir le tumulte, nous disposons de preuves documentées attestant que Madame de Latour entretient une liaison avec son avocat, Maître Bertrand Morel, depuis environ 8 mois.
Une liaison qui inclut des déclarations frauduleuses sur la situation financière de M. Perrin dans les actes juridiques, des tentatives délibérées de dévaluer ses apports au mariage et une conspiration pour le spolier de sa juste part des biens communs. Sandrine retourna à notre table et sortit un second dossier. Celui-ci contenait l'enquête de Colin, photos, relevés bancaires, registres d'hôtel, messages téléphoniques, tout ce qui prouvait que Clémence et Bertrand avaient tout planifié ensemble. La juge André prit le dossier et passa 10 minutes à le consulter dans un silence de plomb. Le seul bruit dans la salle était celui des pages que l'on tournait et la respiration de plus en plus saccadée de Clémence. Finalement, la juge leva les yeux. Son expression n'avait rien d'amène. « Madame de la Tour, dit la juge André, d'une voix glaciale. Pourriez-vous expliquer à ce tribunal comment un homme gagnant plus d'un demi-million d'euros par an peut être qualifié d'opportuniste vénal ?» Clémence ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle regarda Bertrand, qui fixait la table comme s'il espérait passer à travers le plancher. « Et maître Morel, poursuivit la juge, je suis particulièrement intéressé de comprendre comment vous, en tant qu'auxiliaire de justice, avez pu déposer des documents affirmant que M. Perrin avait des revenus minimes, alors qu'une simple vérification d'usage aurait révélé la vérité. À moins, bien sûr, que vous n'ayez délibérément choisi de ne pas faire ces vérifications parce qu'elles ne servaient pas votre récit. » Bertrand se leva, les jambes tremblantes. « Madame la juge, je me suis fié aux informations fournies par ma cliente. » « Votre cliente avec qui vous couchez ?» l'interrompit la juge. « La cliente que vous représentez alors que vous êtes en plein conflit d'intérêts ? Veuillez vous asseoir, maître Morel. Je vais transmettre ce dossier au Conseil de l'Ordre des avocats pour une procédure disciplinaire. » Bertrand se rassit lourdement. Clémence s'était mise à pleurer, mais ce n'étaient pas les larmes de sympathie qu'elle avait sans doute répétées devant son miroir. C'étaient les larmes d'une personne dont les mensonges soigneusement échafaudés venaient de s'écrouler de manière spectaculaire. « Le tribunal suspend l'audience pour 30 minutes, annonça la juge André. À notre retour, nous discuterons d'un partage équitable des biens qui reflètent la réalité plutôt que les fantasmes de Madame de la Tour concernant la carrière de son mari. Et maître Morel, vous êtes déchargé de ce dossier avec effet immédiat. Madame de la Tour, je vous suggère de trouver un nouveau conseil qui n'ait pas commis de violations éthiques flagrantes. » Le coup de marteau retentit comme un coup de tonnerre. Pendant la suspension, Clémence tenta de m'approcher dans le couloir. Sandrine s'interposa immédiatement, mais Clémence la repoussa. « Mathieu, s'il te plaît, dit-elle d'une voix désespérée. Il faut qu'on parle. C'est un malentendu. » Un malentendu ? Je la regardai, je la vis vraiment, et je vis une étrangère. Clémence, tu as essayé de me faire passer pour un profiteur en plein tribunal. Tu couches avec ton avocat depuis 8 mois. Tu as demandé le divorce sans même prendre la peine de savoir ce que je faisais de mes journées. Quelle partie de tout cela est un malentendu ? Je ne savais pas, dit-elle faiblement. Tu ne m'as jamais parlé de ton entreprise. Tu ne m'as jamais dit que tu gagnais autant d'argent. Tu n'as jamais demandé. En 12 ans de mariage, tu ne m'as pas posé une seule question sur mon travail. Tu as juste supposé que j'étais resté le même petit employé, content de vivre dans ton ombre, reconnaissant pour les miettes d'attention que tu voulais bien me lancer. Bertrand apparut derrière Clémence, paraissant avoir vieilli de 10 ans en 30 minutes. Monsieur Perrin, peut-être pourrions-nous discuter d'un accord à l'amiable raisonnable. Vous n'êtes plus son avocat, trancha Sandrine. Et toute parole adressée à mon client pourrait être considérée comme une violation éthique supplémentaire. Je vous suggère de vous éloigner avant d'aggraver votre cas. Bertrand ouvrit la bouche, puis la referma. Il regarda Clémence, et je vis quelque chose passer entre eux, de la peur, peut-être, ou la réalisation que leur plan leur avait explosé au visage. À notre retour en salle, Clémence avait une nouvelle avocate, maître Mélissa Grant, l'une des meilleures spécialistes du divorce à Paris, qui semblait ravie de devoir ramasser les pots cassés. Elle s'approcha immédiatement de Sandrine pour une conférence privée. Elles disparurent dans une salle adjacente pendant 20 minutes. À leur sortie, Mélissa avait l'air sombre et Sandrine semblait satisfaite. « Madame la juge, déclara Mélissa à la reprise de l'audience, ma cliente souhaite retirer sa précédente offre de règlement et négocier de nouveaux termes basés sur des informations financières exactes. » J'imagine bien, répondit sèchement la juge André. Monsieur Perrin, êtes-vous disposé à négocier, ou préférez-vous que le tribunal tranche le partage des actifs ? Je regardai Clémence. Elle fixait la table,
son assurance de façade totalement brisée. Une partie de moi voulait faire durer le plaisir, la faire souffrir pendant des semaines de procédure où chaque détail de sa liaison et de ses mensonges serait consigné dans le domaine public. Mais une autre partie de moi voulait juste en finir, tourner la page et avancer sans elle. Je suis prêt à négocier, dis-je, mais j'exige une transparence totale sur tous les actifs, y compris les comptes ou propriétés que Madame de la Tour aurait pu dissimuler, et je veux qu'elle reconnaisse par écrit la nature frauduleuse de sa déclaration initiale. La juge André hocha la tête en signe d'approbation. Madame de la Tour, acceptez-vous ces conditions? Clémence acquiesça misérablement, oui, Madame la juge. Le règlement définitif prit 3 semaines supplémentaires. Clémence garda la maison de Neuilly, dont je ne voulais plus de toute façon, elle contenait trop de souvenirs d'un mariage qui n'était qu'une illusion. Elle garda aussi le groupe Latour, évidemment, et ses copieux comptes de retraite. J'obtins notre portefeuille d'investissement commun, que j'avais géré et fait fructifier de manière significative au fil des ans. Je récupérai la villa au bord du lac d'Annecy que nous avions achetée 5 ans plus tôt, que Clémence n'avait jamais aimée, et j'obtins une indemnité en capital à 7 chiffres que Sandrine avait négocié en se basant sur le fait que les revenus de Clémence avaient largement dépassé les miens durant les premières années. La presse économique se régala de l'histoire. L'accusation de mari profiteur se retourne contre la PDG quand la fortune de son mari est révélée, titrait un journal. Une dirigeante de haut vol prise en flagrant délit de liaison avec son avocat, lisait-on ailleurs. La réputation de Clémence en prit un coup sérieux. Le conseil d'administration du groupe Latour publia un communiqué de soutien, mais plusieurs clients majeurs transférèrent discrètement leur contrat ailleurs. Bertrand Morel fit l'objet d'une enquête disciplinaire formelle. Aux dernières nouvelles, il a démissionné de son cabinet et est parti s'installer dans le sud pour tenter de repartir de zéro. Sa femme, dont il prévoyait apparemment de divorcer une fois l'argent de Clémence empoché, l'a dépouillé de tout lors de leur propre procédure de divorce. Le karma a parfois un sens de la symétrie absolument magnifique. Quant à moi, Perrin Conseil et Patrimoine se porte mieux que jamais. La publicité entourant l'affaire a paradoxalement aidé mon entreprise. De nouveaux clients ont commencé à appeler, affirmant qu'ils voulaient quelqu'un qui comprenne à la fois l'argent et l'intégrité, quelqu'un qui avait bâti quelque chose de réel sans éprouver le besoin de s'en vanter. Mon équipe compte désormais 20 conseillers. Nous devrions dépasser le milliard d'euros sous gestion l'année prochaine. J'ai acheté un penthouse dans le centre de Paris avec des baies vitrées allant du sol au plafond, une vue sur la tour Eiffel, des meubles minimalistes, un bureau avec 3 écrans et une paix royale. Personne ne me ment sur l'endroit où il se trouve ou sur ses fréquentations. Personne ne me fait me sentir insignifiant parce que je réussis à ma manière. Environ 3 mois après la finalisation du divorce, j'ai reçu un appel de Clémence. Elle pleurait, disant qu'elle avait fait une terrible erreur, qu'elle n'avait jamais apprécié ce que nous avions ensemble, qu'elle voulait qu'on réessaie. J'ai écouté tout son discours sans l'interrompre. Quand elle eut fini, j'ai dit quelque chose qui me parut étonnamment facile à dire, « Clémence, tu as passé 12 ans à me regarder sans jamais me voir. Tu as créé une version de moi dans ta tête qui servait ton propre récit, et tu n'as jamais pris la peine de vérifier si cette version correspondait à la réalité. Ce n'est pas un mariage, ça. C'est un public qui regarde une performance qu'il a lui-même écrite. Mais Mathieu, dit-elle d'une voix brisée, est-ce que ces 12 années ne signifient rien pour toi? Elles signifient tout pour moi. Elles m'ont appris que le succès ne vaut rien si la personne avec qui vous le partagez ne vous respecte pas. Elles m'ont appris qu'être sous-estimé peut être un avantage tactique majeur. Et elles m'ont appris que parfois, la meilleure chose qui puisse arriver est de voir son ancienne vie s'effondrer complètement, parce que cela laisse de la place pour quelque chose de bien meilleur. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Il n'y avait plus rien à dire. Clémence voulait réécrire l'histoire, mais j'en avais fini d'être un personnage de son récit. Aujourd'hui, je me concentre sur mon travail, sur la construction de quelque chose qui a du sens. Je vois quelqu'un de nouveau. Elisabeth. Elle est professeure d'économie à la Sorbonne. Elle est intelligente, drôle et s'intéresse réellement à ce que je fais. Nous parlons de marché et de finances comportementales au dîner. Elle pose des questions sur mes clients et mes stratégies. Elle me voit pour qui je suis vraiment, pas pour qui elle voudrait que je sois. Nous prenons notre temps. Pas besoin de définition hâtive ou de grandes déclarations. Juste 2 personnes qui apprennent à se connaître honnêtement, sans faux semblant ni mise en scène. La semaine dernière, j'ai croisé Gérard de Latour lors d'un événement caritatif.
le père de Clémence, l'homme qui avait porté ce toast à notre mariage en disant qu'il était heureux que sa fille ait trouvé quelqu'un de pragmatique. Il m'a approché avec prudence, s'attendant sans doute à de la colère ou de l'amertume. Au lieu de cela, je lui ai simplement serré la main et lui ai demandé des nouvelles de ses petits-neveux. « Mathieu, dit-il doucement, je te dois des excuses. Je savais pour ton entreprise. Je le savais depuis des années. J'aurais dû dire quelque chose à Clémence. J'aurais dû l'obliger à prêter attention à ce que tu bâtissais. J'ai simplement supposé qu'elle le savait. Gérard, ce n'était pas à vous de gérer notre mariage. Clémence a fait ses choix. Nous devons tous les deux vivre avec. » Il hocha la tête tristement, « Elle ne va pas bien. Tu sais, le conseil d'administration pousse pour sa démission. Trop de scandales, trop de drames. Ils veulent quelqu'un qui se concentre sur les affaires. » J'ai ressenti un léger pincement, pas de la sympathie exactement, mais pas non plus du plaisir. Juste le constat que chaque action a des conséquences. « J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche, » dis-je. Et je le pensais vraiment. Quoi que ce soit. La vérité est que je ne hais pas Clémence. Je ne pense même plus beaucoup à elle. Elle est juste quelqu'un que j'ai connu autrefois. Quelqu'un qui m'a appris que parfois, les gens qui prétendent vous aimer ne sont amoureux que de l'image qu'ils se font de vous. Et quand votre vrai moi ne correspond pas à leurs fantasmes, ils vous blâment pour leur déception plutôt que d'admettre qu'ils ne vous ont jamais vraiment connu. Je m'appelle Mathieu Perrin. J'ai 42 ans et je dirige une société de gestion de patrimoine qui s'apprête à atteindre le milliard d'euros d'actifs. Je conduis une voiture que j'ai payée de ma poche, je vis dans un foyer que j'ai choisi pour moi-même et je dors paisiblement la nuit sans me demander quels mensonges sont racontés dans la pièce d'à côté. Clémence m'a traité de chasseur de dot devant un tribunal, s'attendant à ce que je m'effondre sous l'accusation. Au lieu de cela, j'ai prouvé que parfois, la personne la plus silencieuse dans la pièce est celle qui a le plus de choses à dire. Il suffit de lui donner le bon moment pour s'exprimer. Et quand ce moment est venu, quand la juge André a demandé à Clémence d'expliquer comment un homme gagnant plus d'un demi-million d'euros par an pouvait être un profiteur, voir son visage se décomposer en réalisant qu'elle venait de se détruire elle-même a valu chaque seconde de silence que j'avais maintenu pendant 12 ans. Certaines personnes ont besoin d'être au centre de l'attention. Elles ont besoin des projecteurs, du public, de la performance. J'ai appris que le vrai pouvoir ne s'annonce pas à grands cris. Il se contente d'être. Clémence voulait écrire une histoire où elle était la réussite et moi le parasite. Mais elle a oublié que chaque histoire a deux versions et que la vérité se moque bien de vos préférences narratives.